Chers amis, bonjour. Ce que je vais vous lire aujourd'hui, c'est un article que j'ai rédigé il y a plusieurs années qui s'appelle « Le droit à l'IVG n'est pas la promotion de l'IVG ». Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Il s'agit avant tout de répondre, d'offrir une alternative à des femmes qui sont en situation de désespoir. D'accord? Alors, je soupçonne, je ne suis pas certaine, mais je soupçonne que j'ai déjà tourné cet article en vidéo. Le problème, c'est que j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Parce qu'il paraît que j'ai 1200 vidéos sur Internet, ce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Bref, peu importe, on s'en fout que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, mais le fait est que j'ai pas réussi à remettre la grappin dessus, donc dans le doute, je la refais. Alors, j'ai complété en fait cet article, j'en ai profité pour... c'est sur LinkedIn, et j'en ai profité pour l'éditer et pour compléter, vu ce qui vient de se passer en Italie. D'accord? Donc je vais vous lire ça. Il s'agit du droit fondamental pour la femme de disposer de son corps et rien de plus. Si j'apporte cette nuance, c'est pour mettre en avant le fait que beaucoup de femmes se retrouvent enceintes alors qu'elles ne le veulent pas de cet enfant. Tout le monde est formel pour admettre que sans le droit à l'IVG, la conséquence inéluctable se trouve dans le fait que ces femmes, en situation de désespoir véritable, dans la très grande majorité des cas, sont alors obligées soit d'avoir recours à des avorteuses, soit de devoir aller se faire avorter dans des pays voisins, comme ça se produit, je le suppose, dans certains pays d'Europe. La nature est mal faite, il faut bien le reconnaître, qui fait qu'en cas de relation sexuelle, seule la femme se retrouve impactée sur une éventuelle naissance à venir, et cette inégalité sur le plan physiologique, que certains regardent d'un air suspicieux, au point d'imaginer un jour qu'on puisse en décider autrement, n'en reste pas moins une contrainte avec laquelle nous n'avons pas d'autre alternative que de faire avec. Un jour, j'avais entendu une histoire à la radio. Il s'agissait d'une femme qui travaillait dans une association en tant que bénévole, enfin ou pas, je ne sais pas exactement, je suppose, et qui rentrait de son travail sur le quai de la gare, trouva une jeune femme enceinte, désespérée. Je ne sais si elle faisait la manche, mais la conversation s'enclencha. Elle était complètement désespérée et n'avait que son compagnon qui avait planté la graine comme attache affective. Elle n'avait aucune famille, aucun frère, aucune sœur pour lui venir en aide, et plus de parents non plus. Ils étaient décédés, quoi. Elle était seule. C'était pas qu'elle avait été abandonnée, c'est qu'elle n'avait plus personne. Son compagnon avait fui une fois appris la grossesse. La seule richesse qu'elle portait en elle était précisément ce bébé dans son ventre. Parce que cette jeune femme, elle avait été aimée. Elle avait été aimée. Par sa mère, je veux dire, par ses parents. Et quand cette femme lui expliqua, enfin lui suggéra que peut-être il eût été plus judicieux de pratiquer un avortement, la jeune femme lui dit que ce bébé, et ce qu'il représentait, était le seul capital que sa mère lui avait légué, la seule chose qui lui restait d'elle. Donc elle voulait parler de son instinct maternel. Cette femme donc la prit sous son aile, la protégea, et tout se passa bien. En dehors de vous faire la causette normande, et sans avoir connu moi-même une situation qui soit similaire à celle-là, je sais parfaitement, et n'importe quel psy vous le confirmera, que d'accepter une grossesse accidentelle peut quelquefois être un moyen de fuir une souffrance intolérable, ce qui explique d'ailleurs que dans les milieux très défavorisés, le pourcentage de très jeunes mamans soit un symptôme véritable sur le plan social, ce qui est une stricte vérité et qui est un vrai problème. Mais il s'agit là d'un problème qui doit être considéré en amont et certainement pas une fois la grossesse établie et la décision de le garder prise. Que chaque future maman materne le bébé qu'elle ait été, puis l'enfant qu'elle a été, est une certitude dont bien peu de monde ait conscience, je crois, ce qui est assez regrettable. Il serait d'ailleurs souhaitable, en tant que parents, à chaque fois que l'éducation de nos enfants nous pose problème, qu'on y songe plus souvent, pour simplement se dire la chose suivante. Quand j'avais son âge, devant une telle situation, comment est-ce que j'aurais réagi? L'empathie est une qualité qui s'apprend par l'exemple, je pense aussi. Le simple fait de voir débattre sur un sujet aussi sensible des hommes me donne au moins envie d'une telle colère, voire pire, tellement je suis révoltée. Des sacrifices à n'en plus finir, lors d'un retard de règles. Quelle femme ne s'est pas imaginé voir arriver une telle tuile, pensant avoir été à l'abri, pourtant, et en voyant la bonne copine aller chercher les résultats au labo. Bon, maintenant, la technique a évolué, donc on n'a plus besoin d'aller au labo pour être fixé. Souvent, on a les tests en pharmacie, quoi. Mais moi, à l'époque, c'était encore comme ça, je ne suis pas toute jeune. Voilà.
Pourtant, en envoyant la bonne copine aller chercher les résultats au labo, de peur de s'être trouvée de nouveau enceinte, mal au ventre, non pas par un éventuel début de grossesse, mais bien uniquement et strictement terrifiée à l'idée de devoir de nouveau mettre le couvert, alors que cette grossesse n'était absolument pas désirée, ni par elle, ni par le mari. Tiens, un test fort amusant à faire. Je lance le défi. Combien de ces femmes, nous donc, n'importe quelle femme que vous croisez dans la rue, à qui cette mésaventure est arrivée, combien, dis-je, a partagé la trouille qu'elle avait ressentie avec son compagnon, son partenaire de jeu, son amant ou son mari? Combien? Ou plutôt quel pourcentage? Alors, les porte-couilles, désolé, les porte-couilles, je l'ai pris moi de rester au vestiaire. C'est avant tout une histoire de femmes. J'ai bien dit de femmes. Pape compris, que j'apprécie beaucoup sur plein de sujets, mais qui reste à sa place. Voilà. Le problème est assez simple en fait. Il s'agit simplement de tenter de comprendre pourquoi l'empathie serait, elle, légitime vis-à-vis de n'importe qui, mais bizarrement, pas à une femme qui a la malchance de s'être trouvée enceinte. Alors elle, à ce moment précis, elle n'existe plus que par son ventre. Il n'y a que son ventre qui compte, d'accord? Et l'appareil reproducteur. Ce qu'elle pense, ce qu'elle souhaite, ce que leur visage, la façon dont elle se projette ou pas avec le bébé. Mais tout le monde s'en fout complètement. Politiquement, tout le monde s'en fout. Et ça, c'est vraiment très grave. Car pour ceux qui ont la prétention de remettre en cause le droit à l'IVG, ils sont en fait très exactement dans la même posture qu'un fondamentaliste religieux, c'est-à-dire dans la négation la plus totale de l'individu, la femme, présentement, méprisée dans sa dignité de femme. Ça n'est rien de moins que cela. Et oui. 28 septembre 2022, c'est-à-dire aujourd'hui. Je remets le couvert, justement. Dans différents pays du monde, aujourd'hui, on observe que politiquement, certains ne voient aucun problème au fait que les droits des femmes tendraient à régresser. J'ai mis régresse, j'ai mis tendraient à régresser. Il ne faut jamais désespérer. On observe ainsi, par exemple, des jeunes femmes faire l'apologie de la femme au foyer. C'est pas drôle du tout. Position que je suis 10 fois mieux placée que quiconque pour en juger, puisque je l'ai vécu. Mais je reviendrai sur ce point dans un autre contexte, et promis, par mon exemple, vous ne risquez pas d'être déçus. Aujourd'hui, c'est la journée du droit à l'IVG. Il y a quelques jours, une certaine Giorgia Meloni a fait un score remarquable en Italie, alors qu'elle revendique précisément ses valeurs d'un autre âge sur le droit des femmes et plus précisément au sujet du droit à l'avortement, alors que parallèlement, en Suède, l'extrême droite a fait aussi un score notable il y a quelques semaines. Ce qui est profondément choquant en ce qui concerne le droit à l'IVG, c'est la désinformation absolument constante qui est faite sur les conditions du droit à l'IVG dans les pays où ce droit est respecté. Moi, je suis pour le boostage du mouvement des plannings familiaux. Oui, je sais, il y a eu une polémique dernièrement, mais comme je n'ai pas trouvé le temps d'aller fouiller davantage, enfin oui, je vois un peu où est le problème. Pour moi, le planning familial, il a pour objectif d'aider les gens à y voir plus clair dans leur sexualité, quelle que soit leur orientation sexuelle. C'est un point de vue qui n'engage que moi, mais c'est mon point de vue et je le partage. Voilà. Ce qui est profondément choquant, donc, disais-je, en ce qui concerne le droit à l'IVG, c'est la désinformation absolument constante qui est faite sur les conditions du droit à l'IVG dans les pays où ce droit est respecté. En Italie, disais-je, Giorgia Meloni, paraît-il, donnerait de l'argent à des femmes pour les inciter à garder leur grossesse. En somme, dès les premiers mois de conception, politiquement, le fœtus dans son esprit est à vendre, puisque c'est par l'argent qu'elle instrumentalise le futur bébé. Oui, j'ai bien dit désinformation, puisque nulle part le fonctionnement au sein des plannings familiaux n'est évoqué. La visite à un psychologue pour déterminer le bien fondé ou pas de pratiquer un IVG. Et oui, parce que le seul critère qui devrait provoquer une incitation éventuellement à conserver une grossesse devrait être le manque d'argent et la précarité sociale. Et rien d'autre. Schématiquement, on va faire grosso modo par une formule lapidaire mais qui parle bien. Schématiquement, demander à une jeune femme ou à une femme qui se pose la question de savoir si elle ne serait pas mieux de pratiquer un IVG serait celle-ci. Si demain tu gagnes au loto, t'as plein de pognon d'un seul coup, gagner honnêtement, enfin t'as plein de pognon,
est-ce que tu gardes ce bébé? Est-ce que tu as envie de garder ce bébé ou pas? Et qu'elle répond, bah oui, bien sûr que oui. Alors, dans cette hypothèse, effectivement, pratiquer un IVG, moi personnellement, je le considère comme déconseillé. Et c'est précisément ce que les psys font. C'est-à-dire que si la jeune fille qui dit « je suis complètement découragée, démoralisée, je suis vraiment dans la merde la plus totale, mais si je pouvais, je préférerais le garder », la psy, elle va dire « gardez-le ». Je suis désolée, mais la psy, elle va dire « gardez-le ». Parce que dans cette hypothèse-là, effectivement, ça serait traumatisant de pratiquer un IVG. Dans cette hypothèse-là. D'accord? Et c'est précisément ce que les psys font. Mais quand une femme ou une jeune femme estime qu'il est préférable qu'elle pratique un IVG, elle seule, connaît ce qui se passe au fond de son cœur et quelles en sont les raisons profondes. Et personne, je dis bien absolument personne, n'est en droit de savoir mieux qu'elle ce qu'il en est véritablement. Giorgia Meloni, parlons-en. Je cite une de ses paroles sur le sujet. Je vous jure que c'est vrai, j'ai entendu ça, je ne sais plus où, dernièrement, et ça m'a vraiment choqué. Nous revendiquons le droit au non-avortement. J'ai trouvé ça incroyable. Et depuis quand le fait de conseiller ou d'appuyer une telle décision ne viendrait-elle pas de la première personne concernée? Je veux dire, quand une jeune fille demande un rendez-vous au planning familial pour pratiquer un IVG, c'est la jeune fille qui fait la démarche de venir au planning familial. On ne va pas dire aux jeunes, si vous êtes enceinte, vous devez pratiquer un IVG. Jamais, je suis désolée, jamais. Par contre, l'éducation sexuelle en amont, ça doit être fait. Et ça doit être fait par les plannings familiaux et par les associations en question. Mais le problème, c'est que ces gens-là, qui sont contre le droit à l'IVG, ils sont aussi contre l'éducation sexuelle. Et là, il y a un vrai et énorme problème. Parce que tout jeune qui aujourd'hui se pose des questions sur la sexualité, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone et il va fouiller sur Internet. Et là, sur quoi il tombe? Il tombe sur le pire. Voilà. Donc c'est juste extrêmement grave. Vraiment extrêmement grave. Toujours le sujet n'est abordé que si la femme entame la démarche. Si nous nous trouvons dans une incroyable démonstration de malhonnêteté intellectuelle, la position de Giorgia Meloni, là, elle est vraiment prise le doigt dans le pot de confiture de la truanderie la plus abjecte. Parce que c'est ce qui est terrible chez les gens qui sont contre le droit à l'IVG, mais en fait, la psychologie de l'enfant, du bébé et de l'enfant, ils s'en tamponnent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La psychologie de la femme enceinte, bah, ils s'en foutent aussi complètement, en fait. C'est extrêmement grave. On retourne au Moyen-Âge, là. Vraiment, on retourne au Moyen-Âge. Ce que font les anti-IVG de filer de l'argent pour décourager de pratiquer un IVG est criminel. Parce que certaines jeunes filles ou femmes qui sont complètement dénuées du moindre instinct maternel, ou pire, qui sont parfaitement conscientes qu'elles ne peuvent être que de mauvaises mères, peuvent être tentées pour des raisons purement financières de garder un enfant qui sera donc obligatoirement malheureux. Ces mouvements que je qualifierais d'antiféministes et anti-IVG prônent d'autre part le retour à la famille traditionnelle, alors que nous savons aujourd'hui que sur 100 enfants ayant subi des violences sexuelles, 80% ont été abusés au sein de leur famille, justement, et de leur famille le plus souvent traditionnelle. Je vous recommande le documentaire passé sur France 3 sur ce sujet, qui explique d'autre part comment l'inceste se transmet de génération en génération et qui donc éclaire particulièrement bien, d'une part, la maternité, mais donc, par voie de conséquence, certaines motivations de pratiquer un IVG, justement. Parce que parmi ces jeunes femmes ou ces femmes qui souhaitent pratiquer un IVG, il y a donc un fort pourcentage de femmes qui ont été victimes de pédophilie ou d'inceste au sein des familles et qui sont mortes de peur à l'idée de reproduire le schéma, ce qui effectivement se produit quand elles ne sont pas suivies et quand elles n'éprouvent pas le besoin de faire le nécessaire. Donc je vous recommande vraiment d'aller revoir ce documentaire-là qui est, moi ça m'a secoué un peu ce matin, parce que j'ai regardé très tôt, je me lève toujours très tôt le matin à 5 heures, donc j'ai regardé ça très tôt ce matin et ça m'a secoué un peu, mais bon, ça me fait ça à chaque fois, c'est normal. Faut pas s'inquiéter, mais ça m'empêche pas de faire ma vidéo ce matin. Je ne suis pas en train de prétendre que la famille traditionnelle est toxique par principe pour l'enfant, parce que je n'ai rien contre elle. Je prétends simplement que d'argumenter en prétendant que c'est le seul modèle de famille qui soit recevable pour l'enfant est un mensonge éhonté, ce qui est complètement différent.
Voir sur le sujet mon ouvrage sur la parentalité aux éditions Sidney Laurent. Cet ouvrage compile un travail de plusieurs années ayant servi en partie de base de travail à l'élaboration de la loi sur le mariage pour tous de Christiane Taubira, qui, je dois l'avouer, m'a encouragée à plusieurs reprises à continuer à écrire mes livres sur le sujet. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Et, moi, je suis pour le développement des plannings familiaux. D'une part, c'est extrêmement important que les plannings familiaux soient davantage, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et ça, c'est grave. Et je suis pour le soutien aux associations qui font de l'éducation sexuelle dans les lycées, dans les collèges, et y compris dans les écoles d'ailleurs. Parce qu'une fois que vous aurez regardé ce documentaire-là sur l'inceste, vous vous rendrez compte que il faut absolument trouver un moyen de faire une forme de prévention contre les violences sexuelles faites aux enfants. L'inceste, j'avais dit un jour, il y a 20 ou 30 ans, enfin je ne sais plus quand, il y a longtemps, enfin je l'ai répété parce que j'en suis absolument certaine, moi j'ai été victime d'un pédophile, mais ça n'était pas au sein de ma famille, c'était quelqu'un qui travaillait dans la ferme de mes parents, donc avec qui on mangeait tous les midis malheureusement, mais il ne dormait pas dans la maison et donc la nuit j'avais pas de problème quoi. Et puis ça s'est produit qu'une fois. Mais il n'empêche que donc je peux juger, j'ai des amis par contre qui ont été victimes d'inceste et qui m'ont confié certaines choses. Et j'ai dit un jour que l'inceste sur un enfant, c'était 20 ou 30 fois pire qu'un acte de pédophilie. Et je pèse mes mots et je réitère. Parce que, par définition, la famille a pour vocation de protéger l'enfant, hein, juridiquement et socialement. Et dès lors que l'abus sexuel est commis au sein de la famille, du coup, devient dangereuse. Ce que moi, je n'ai pas connu, évidemment, puisque mon père n'était coupable de rien, pas relativement à ça. Et personne dans la famille n'était coupable de quoi que ce soit. Non, ils n'ont rien fait, mais ils n'ont rien fait parce que j'ai choisi de ne rien dire pour protéger ma mère. Bon, voilà. C'est ce qui arrive assez souvent, d'ailleurs, malheureusement. Mais elle n'a jamais rien su. Ils l'ont su. La première personne à qui je l'ai dit, j'avais 17 ans. Je me suis mariée avec et j'ai vécu avec longtemps. Et j'étais mariée dans un schéma très traditionnel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite, j'ai pété les plombs. Je l'ai dit, je devais avoir 25 ou 26 ans à ma mère. Et je l'ai dit à mon père quand j'ai eu 40 ans et que j'ai pété les plombs. Et ils ont tous les deux très bien réagi. À partir du moment où je l'ai dit à ma mère, plus jamais, parce qu'ils revenaient chez mes parents, ils ne travaillaient plus chez mes parents depuis longtemps, mais ça arrivait qu'ils reviennent chez mes parents de façon occasionnelle, comme ça, pour se faire payer un café. Et donc, à partir du moment où je l'ai dit à ma mère, elle n'en avait pas parlé à mon père, je crois pas, mais il n'a plus jamais remis les pieds à la maison, quoi. Et quand je le croisais dans la rue, il baissait les yeux. Mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas empêché que ça m'ait explosé à la gueule quand même à 40 ans, quoi. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet aujourd'hui.